Ensuite, le butterfly aux anneaux. Un exo légendaire, extrêmement difficile, sauf si vous êtes un gymnaste olympique. C'est grosso modo un exercice où on passe d'une position de dead hang, de bas de traction grosso modo, à une position de cross en gardant les bras tendus tout le long. Extrêmement difficile, beaucoup plus dur que l'iron cross. On peut un peu voir ça comme une traction large, bras tendus. Personnellement, j'ai beau être plutôt fort en cross maintenant, être très très fort en traction, le butterfly ça reste toujours quelque chose qui me semble extrêmement difficile. Maintenant, côté transfert, j'aurais pas tendance à mettre ça en S, ça va peut-être en étonner certains, tout simplement parce que je trouve qu'il y a un gros facteur limitant sur la moitié basse du mouvement. Côté épaule, ça arrache pas mal, mais de manière très différente à la crosse, et c'est beaucoup plus axé sur le grand rond. Il y a également une particularité qui fait que la moitié basse du mouvement, on n'a pas l'action du straight arm et des biceps. On est beaucoup plus sur l'arrière d'épaule et sur les triceps. Et en fait, pendant la montée, à un moment, on va faire une rotation d'épaule et on va se retrouver en cross. Mais ça va être assez haut. Évidemment que le transfert sur la cross sera quand même très bon. Mais je ne mettrai pas ça en S non plus. Quand vous faites des séries de butterfly DLST, le travail est comme différent de la cross. Vous sentez que vos congestions n'est pas pareil que sur une cross. C'est pas exactement le même muscle qui arrive à l'échec. Et donc, j'aurais plutôt tendance à mettre ça en A. Peut-être ici. Si après vous posez vos butterfly dans la position de cross, le transfert sera un peu plus fort. Si vous faites des butterfly où vous vous arrêtez un petit peu bas avant d'atteindre la cross, le transfert sera bien moins bon, etc. Mais voilà, j'aurais tendance à mettre ça en low A tier ou en top B tier peut-être. Ensuite, le butterfly, mais cette fois-ci aux haltères. Donc la version en poids libre. Petite dédicace à Metal s'il voit cette vidéo qui m'a donné l'idée de cet exo. Ça c'est un excellent exo, selon moi. C'est un exo que j'adore pour conditionner les épaules, et c'est selon moi un des meilleurs exercices pour travailler les grands ronds en position très étirée. C'est un exo très risqué pour l'épaule si vous y allez trop lourd, mais si vous êtes progressif, c'est un exo qui est génial pour renforcer toute cette zone-là. Toutefois, pour le transfert cross, c'est très mauvais. Donc en fait, ça transfère très bien sur le début d'un butterfly, sur le début d'une traction, un bras coude ouvert, ou sur le début des tractions coude ouvert, mais c'est tout. En haut, il y a très peu de tension. En position de cross, il n'y en a aucune. Ça ne travaille pas le straight arm côté biceps, ça travaille surtout les triceps, l'arrière d'épaule et le grand rond. Pas de travail des pectoraux, donc vraiment le transfert est très mauvais. On va mettre ça en D tier. Donc super exo, mais pas pour débloquer la cross. Alors ensuite, des iron cross press à la poulie, au câble, à l'élastique, etc. S tier, bien évidemment, la spécificité est reine, comme toujours. Je sais qu'il y a certains streeteux et des puristes qui vont dire que les poids libres, que les câbles, que les élastiques, ça ne transfère pas sur le poids du corps. Mais ça n'a aucun sens de dire ça, et généralement ils n'ont aucun argument scientifique, physique, biomécanique, biologique pour justifier leur argument. Donc c'est très bien d'affirmer des choses, mais derrière il faut que ce soit cohérent. Il ne faut pas juste dire « je suis fort donc ça marche comme ça » ou « c'est comme ça » ou « c'est une histoire de ressenti ». Quand on fait un mouvement de cross à la poulie, que la direction de force est la même, on travaille les mêmes angles articulaires, on travaille les mêmes muscles, on travaille les mêmes facteurs limitants, on travaille les structures de la même manière, et donc que ce soit un exo en chaîne ouverte ou en chaîne fermée, le transfert sera présent. Évidemment, côté technique, côté spécificité, on veut pratiquer l'exo aux anneaux, au poids du corps, tout simplement pour savoir comment se positionner dans l'espace, côté proprioception, côté gainage, etc. Toutefois, si on parle de transfert de force pure, les poids transfèrent sur le poids du corps. Ça ne va pas plus loin que ça. Vous avez un certain niveau en cross, vous avez un certain niveau en cross à la poulie, vous doublez votre niveau en cross à la poulie, il n'y a aucun univers où vous n'êtes pas plus fort en cross au poids du corps. Généralement, les gens qui vont dire que ça ne marche pas, ils vont toujours faire des grosses erreurs de raisonnement ou utiliser des exemples un peu pétés. Par exemple, ils vont prendre le cas de personnes qui vont mettre trop léger à la poulie, qui vont faire du travail, du junk volume très léger, en high rep, etc. Ils vont dire « Ah, regarde, ça marche pas bien. » Mais à la poulie, vous pouvez faire du travail de force, vous pouvez faire des holds de 5 secondes, vous pouvez faire du one rep max. Donc il ne faut pas confondre mauvais travail à la poulie et bon travail à la poulie. Et pour le coup, du bon travail à la poulie, le transfert sera total. Absolu, jusqu'à preuve du contraire du moins. Donc si un jour quelqu'un arrive à nous présenter une preuve scientifique crédible qui explique pourquoi, par magie, le travail à la poulie ne transfère pas sur le poids du corps, on pourra contredire ce propos, mais tant que c'est pas le cas, eh ben c'est pas le cas. Ensuite, les iron cross press, donc passer d'une position de cross, pousser pour remonter en support. S tier, évidemment. Perso étant un grand fan de dynamique, j'aurais tendance à le mettre devant.
le hold de cross à égalité avec les baby cross. On va le mettre devant parce que c'est plus dur. Mais vraiment, rien à dire. Quand on est capable de sortir de la position de manière active, on est capable de tenir la position. Donc un exo au top, reproductible, facile à traquer et transfert total et absolu. S-tier mérité. Ensuite, la high cross. Donc une cross, au lieu d'être à la parallèle, on est un peu haut. On pourrait aussi mettre dans cet exo tout ce qui va être les cross press partiels haut. Ça pour moi, je suis pas très fan pour en avoir beaucoup fait. Évidemment, ça prépare à la cross. Évidemment, ça conditionne. La direction de force, c'est la même. Les muscles travaillés, c'est les mêmes. Mais le plus gros problème que j'ai avec ça, c'est déjà que c'est très dur à traquer. C'est très dur à reproduire. C'est très dur de savoir à quel point vous étiez bas ou haut la dernière fois. À moins d'avoir un instrument de mesure hyper précis ou une vision Superman pour voir vraiment ça, mais sinon très compliqué à reproduire pour en avoir fait l'expérience. Et un autre problème, c'est que la difficulté de ce genre de variante est exponentielle. C'est très facile de faire de la high cross, c'est très facile de faire des presses partielles en cross, même en no false. Mais au plus vous descendez, au plus la difficulté elle explose. Et en fait, les paliers de progression, au plus vous progressez, au plus vous avez l'impression de stagner. Je préfère nettement les stratégies où on est dans la position finale et où on se déleste. Cross à l'élastique, cross à la poulie, baby cross, etc. plutôt que ça. Pour en avoir fait justement très longtemps, moi ça m'a beaucoup fait stagner, où j'avais l'impression de pas trop avancer. Évidemment, mieux que rien. Évidemment, transfert sur la cross qui est quand même important si c'est bien fait, mais le plus gros problème c'est le tracking et la reproductibilité. Pour ces raisons, je le mettrai même pas en A, je le mettrai en top B tier, je pense. Non pas que le transfert soit pas là, mais c'est plus les soucis qu'il y a autour qui me gênent un petit peu. Ensuite, instant push-up. Là pour moi, le transfert n'est pas présent. C'est de la poussée verticale. Facteur limitant principal, épaule. On a de la protraction. On a de l'élévation, des triceps, que des trucs qu'on n'a pas en cross. Pour moi, là, il n'y a pas de transfert intéressant. Je pense que je mettrais ça en D. Ouais, pour moi, c'est pas bon. Ensuite, le L-sit, figure de base du street workout et de la gymnastique, une des premières figures qu'on apprend généralement. Là, pour la majorité des gens, le facteur principal limitant, ça va être plutôt côté gainage ou côté compression. Donc quadriceps et fléchisseur de hanche. On a de la dépression d'épaule, de l'abaissement d'épaule, mais honnêtement, c'est très rarement le facteur limitant de l'exo. Même si c'est commun à la cross, vous n'allez pas améliorer votre cross avec la dépression d'un L-sit. On a des triceps, donc ça, aucun rapport avec la cross aussi. Pour toutes ces raisons, ça va en D-tier. No bueno. Ensuite, la reverse cross, donc une autre figure très rare, faite principalement par les gymnastes de haut niveau. Une figure difficile où grosso modo vous allez faire un mélange de handstand et de cross. Donc une cross mais à l'envers. Vu que c'est une cross à l'envers, la direction de force n'est plus la même. Donc on ne pousse plus vers le bas, on pousse vers le haut. Donc beaucoup plus de travail des épaules. Et plus d'engagement des épaules en dépression. Cette fois-ci on pousse les omoplates vers le haut. Donc forcément, c'est pas la même spécificité et pas le même travail qu'une cross. Toutefois, il y a un gros travail de straight arm, surtout si les coudes sont dans la bonne direction. Et comme on a vu, le straight arm, c'est souvent le facteur limitant numéro 1 de la cross. On a également un gros travail d'instabilité aux anneaux, qui pourra que être bénéfique. Pour cette raison, c'est un exo qui a sa place en A-tier. Je ne sais pas trop où le mettre, là pour moi il y a un peu tout qui est kiff. On va le mettre là, allez. Et comme ça aussi. Ensuite, le V-sit, même problème que le L-sit. Pas de transfert, pas les mêmes muscles qui travaillent. Et là, facteur limitant numéro 1, compression ou extension d'épaule. Dans les deux cas, no bueno. On va juste mettre ça devant le L-sit, vu que c'est plus dur. Ensuite, on passe au Zercher Cross Press. Un exo très tordu, que vous verrez probablement nulle part en dehors de mon esprit malade. L'idée, ça va être de faire de la cross ou des presses de cross, mais en passant les avant-bras dans les anneaux et en ayant les anneaux au niveau du creux des coudes. Donc à quoi ça sert? Ça va désactiver complètement les coudes et en fait ça va focaliser le travail sur le facteur limitant des épaules et sur le travail des structures. Donc c'est un très bon exo par exemple si vous vous êtes fait mal au coude. Vous vous êtes fait mal au coude mais vous voulez continuer à conditionner les épaules ou les structures pour la cross, vous voulez continuer à gagner en force pour la cross, c'est un super exo. C'est beaucoup plus spécifique que les dips et que les tractions larges, vu que là on a vraiment le même positionnement d'épaule. Et ça en fait donc un bon exo d'assistance. Le transfert
sera variable. Si votre facteur limitant c'est les épaules, le transfert sera très très bon. Si c'est les coudes, le transfert sera très mauvais. Mais j'aurais tendance à le mettre du coup en B, bon exo d'assistance. Évidemment, ça ne peut pas être l'exo principal, mais c'est un bon exo d'assistance. Ensuite, le travail de cross ou de cross press avec des Iron Cross Trainer. Donc les Iron Cross Trainer, ça va être un petit outil qui permet de réduire le levier quand vous faites de la crosse. Et en fait, il y a plusieurs, on va dire, réglages pour rendre ça plus ou moins difficile. C'est très utilisé, notamment en gymnastique. Il y a beaucoup de gens qui jurent que par ça pour entraîner la crosse. Selon moi, c'est bien. Le fait qu'il y ait plusieurs paliers, c'est sympa côté reproductibilité. Et évidemment, le transfert sur la crosse sera très important. Toutefois, pour les méthodes qui utilisent de la réduction de levier en crosse, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer pourquoi j'étais pas très fan. Donc je vous conseille, si vous voulez en savoir plus, d'aller la voir, évidemment. Mais grosso modo, c'est un peu le même problème, selon moi, que sur les high cross. Au plus on se rapproche de la position finale, au plus la difficulté est exponentielle. Et donc, pour avoir fait beaucoup de réduction de levier, il y a un certain stade où on commence à stagner ou à patiner ou à avoir vraiment beaucoup de mal à passer au dernier stade, à traverser un plateau. Et donc, je considère ça nettement inférieur au travail où on est déjà dans la position finale et où juste on se déleste. Toutefois, ça reste très sympa, notamment pour réduire la tension sur les coudes. Mais encore une fois, les coudes, ça reste le facteur limitant numéro 1. Donc je mettrai ça en H-chair. Très bon exo. Et au sommet du H-chair. Mais pas aussi bon que les exos en S selon moi. Ensuite, cross en réduction de levier, mais cette fois-ci sans trainer. Donc souvent, quand on va faire ça, on va passer les mains au-dessus des anneaux ou à l'intérieur des sangles des anneaux. Donc c'est la méthode un peu Charclot. Plus dur à reproduire quand c'est avec les sangles. Le placement est un peu plus aléatoire. Mais sinon, on a exactement les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que l'exo précédent. Pour cette raison, je le mettrai en A, mais derrière l'autre exo. Ensuite, la traction un bras. Là, il y aura un peu les mêmes problématiques que sur les tractions coude fermé, vu que les tractions un bras, généralement, on a le coude vers l'avant. Mais comme pour le front lever un bras, on aura un peu plus d'action des pectoraux, un peu plus d'adduction, mais c'est assez subtil. Pour cette raison, je mettrai ça toujours en C. Et devant les tractions à deux bras, parce qu'un bras, c'est plus cool et plus badass. Ensuite, les élévations de mollets. Ça, pour moi, je dirais que c'est du low H-chair. Ça peut paraître un peu bête, mais être capable de contracter les mollets très très fort sur les figures, ça vous permet d'avoir une tension globale qui est bien plus forte. Et donc, plus de tension globale veut dire plus de rigidité, plus de stabilité. Et donc, une crosse beaucoup plus solide. Et également, le fait d'avoir des gros mollets bien lourds, ça vous permet de vous ancrer et de descendre en fait dans votre crosse plus facilement quand vous faites des négatives et donc de perdre moins d'énergie. Donc ça en fait un super exo pour progresser en crosse, selon moi. Ensuite, le Pelican Curl. Ici, on aura un peu les mêmes spécificités que sur le FSTO, mais ce sera beaucoup plus isolé sur la flexion de coude. On aura moins de pectoraux, on aura moins d'avant d'épaule, on aura moins de travail des scapulas. C'est beaucoup plus stable. Évidemment, ça dépend de la forme qu'on utilise. Mais là, on parle d'une forme où vraiment les épaules sont bien fixées et où on fait juste une forme de curl incliné au poids du corps. Donc, comme pour le FSTO, ça peut être sympa pour conditionner un peu les biceps, pour les travailler de manière un peu plus soft que la crosse, mais ça n'en fait pas du tout un exo avec un bon transfert. Donc, je mettrai ça en C. Transfert plutôt médiocre, vraiment assistance très très secondaire à la limite. Ensuite, la Victorian, ou même le Caruso. Donc là, on va prendre toutes les variantes de Victorian, Victocross, Victoflore et compagnie. Comme pour le touch, très mauvais transfert sur la crosse. Les variantes de Victorian, généralement, c'est principalement le deltoïde postérieur, les triceps, la rétraction, des trucs comme ça qui sont les facteurs limitants, donc rien en commun avec la crosse. Donc même c'est des exos très difficiles, très avancés, ça n'en fait pas des bons exos pour la crosse. Et attention, c'est pas parce que la Victorian aux anneaux s'appelle Victorian Cross que c'est similaire à la crosse ou que ça a du transfert sur la crosse. Donc là, transfert très mauvais. Ensuite, les dips archés aux anneaux. Donc ici, côté bras plié, on aura exactement la même chose, les mêmes spécificités que les dips aux anneaux. Toutefois, l'autre bras, le bras d'assistance, sera tendu. Et le bras tendu, du coup, il se retrouvera exactement dans l'angle articulaire d'une Iron Cross. Et donc, au plus vous utiliserez ce bras tendu pour vous aider à remonter, au plus il y aura de transfert sur la crosse, évidemment. Ce qui en fera un exo plus intéressant, selon moi, que les dips anneaux classiques pour avoir un exo d'assistance sympa pour la crosse. Vu qu'on aura tout ce travail autour de l'épaule et on aura aussi avec l'autre bras le travail bras tendu. Donc je laisserai ça en B-chair parce que le gros du travail est quand même fait par le bras plié, mais je mettrai ça devant ces exos là. Peut-être même top du B-chair. Ouais,
Je pense que top du B-tier, ça peut être pas mal. Ensuite, les dips bulgares. Donc là, des dips aux anneaux, mais cette fois-ci avec les coudes très ouverts. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant déjà, c'est qu'en fait, avec des dips bulgares très ouvertes, quand on tend les bras, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve vraiment dans une position de cross, très similaire côté position d'épaule et côté angle articulaire. Et donc, forcément, vous l'avez deviné, le transfert sur la cross sera beaucoup plus important qu'en dips classique. Le seul truc qui manque, c'est le straight arm. J'aurais tendance à mettre ça plutôt à égalité avec les dips archers, sachant que si vous faites vos dips archers en bulgare, et bien là, vous êtes sur un exo qui sera encore plus intéressant, parce que vous combinerez les deux aspects. Ensuite, dans les exos beaucoup plus rares, ici on a la Pineda. Donc un exo très avancé de gymnastique aux anneaux où on va passer d'un front lever à une iron cross. Généralement, les combos dynamiques aux anneaux, où on passe d'une position à une autre, c'est beaucoup plus dur que la position en elle-même. Donc une Pineda sera beaucoup plus dure qu'une iron cross. Forcément, le transfert est S-tier. Toutefois, généralement, quand on travaille la Pineda, on a déjà une cross, ou alors on va être sacrément délesté. C'est clairement pas l'exo que je choisirais en premier pour travailler la cross, c'est clairement pas un exo que je conseillerais aux débutants, c'est pour ça que je le mets plus bas que les autres dans le S-tier. Toutefois, si on parle purement de transfert, évidemment le transfert sera excellent. Ensuite, le Zanetti, aux haltères. Donc grosso modo, ça va être l'équivalent d'une maltaise tout planche et compagnie, avec des haltères. Comme pour la planche, comme pour la maltaise, la direction de force n'est pas du tout la même qu'en cross. Toutefois, pour le renforcement du straight arm, du tendon du biceps et des coudes, c'est un exo exceptionnel. Et vu que là on n'est pas limité par l'équilibre et par d'autres facteurs limitants, ça permet souvent de bien se focaliser sur les coudes. Et donc de ce côté-là, ça en fait un très bon exo pour préparer les coudes également pour l'iron cross. Et moi j'aurais tendance du coup à le mettre en A. Clairement, je trouve qu'il y a un bon transfert cross, même si évidemment l'exo ne peut pas se suffire à lui-même pour ça, mais couplé à d'autres exos bien choisis, c'est un excellent choix. Ensuite, ici, on a notre galade nationale pour représenter les chest fly aux anneaux en position de dips, qui peuvent s'effectuer comme ici avec les mains dans les sangles sur l'extérieur des anneaux pour réduire le levier, ou juste en tenant les anneaux de manière classique. Mais l'idée, en fait, ça va être de faire des espèces de cross-press, mais avec les bras pliés ou avec une réduction de levier. Donc, côté épaule, côté structure du torse, côté angle articulaire, côté direction de force, très similaire à de l'iron cross. Le seul truc qui manque, c'est le straight arm. Mais toutefois, on sera presque en straight arm. Du coup, il y aura quand même plus de travail des biceps. Pour cette raison, ça en fait malgré tout un très bon exo pour commencer à préparer la cross, pour travailler un peu la cross, pour deload un petit peu les coudes. Et donc pour moi, c'est un exo d'assistance top tier que je mettrai en B. Sans doute top du B. Ensuite, le RTO, donc la position de support aux anneaux, avec les anneaux tournés vers l'extérieur. C'est généralement l'étape numéro 1 pour la plupart des gens qui travaillent la cross qu'on va conseiller. Donc, être à l'aise en RTO. C'est souvent un exo qu'on apprend aux gens assez rapidement pour commencer à être à l'aise côté équilibre, côté stabilité, avoir un support solide, et ça commence doucement à conditionner les coudes, le tendon du biceps, etc. C'est un bon exo pour commencer à préparer la cross. Toutefois, c'est rapidement très facile. Côté angle articulaire, ça reste très éloigné d'une cross, et le travail autour des épaules et côté structure est quand même très doux et très faible. J'aurais tendance à dire que si vous êtes débutant, c'est un excellent exo d'assistance, mais très rapidement il trouve ses limites. Et quand vous commencez à être un minimum intermédiaire, il y a plein d'exos dans cette liste qui seront beaucoup plus pertinents, beaucoup plus intéressants. Toutefois, il est possible de rendre le RTO plus challengeant en rajoutant de l'instabilité, en écartant un peu plus les mains ou en se lestant. Je pense que le RTO a bien sa place en B-tier, bon mouvement d'assistance. Devant ça. Ensuite, le Nakayama. Donc encore une figure de gymnastique olympique, mouvement très difficile où on va passer d'un back lever à une iron cross. Tout comme la Pineda, vous l'aurez deviné, le transfert est excellent. J'aurais tendance à dire que le transfert est encore meilleur ici, parce qu'en Pineda, on passe d'un front lever, qui a un transfert très faible sur la cross, à une cross, et là on passe d'un back lever supination, donc déjà un excellent transfert, à une position de cross. Côté engagement, côté direction de force, quand vous testez les deux, vous verrez quand même que le Nakayama, on est beaucoup plus sur un exo cross dominant. Pineda, on est un peu plus sur quelque chose d'hybride entre le front et la cross, même si généralement la cross est plus difficile. Et du coup, le Nakayama, j'aurais tendance à le mettre au-dessus de la Pineda et au-dessus du reverse CTI. Ensuite, les élévations latérales.
Pourquoi je mets ça dans la liste? Déjà parce qu'on me l'a suggéré, mais aussi parce que beaucoup de gens, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, pensent que la crosse et les élévations latérales, c'est la même chose. En gros, les gens pensent que les élévations latérales, c'est la version avec poids d'une crosse, alors que pas du tout. C'est deux mouvements antagonistes, c'est deux mouvements opposés. Donc en crosse, on pousse vers le bas. En élévation latérale, on pousse vers le haut. Et donc on n'est pas du tout sur la même chose, c'est même l'opposé total. On a 0 facteur limitant en commun, donc les élévations latérales, c'est no bueno. Ensuite, le curl. Ici, on va prendre les variantes de curl classique et curl bar, curl halter et compagnie. Beaucoup de gens conseillent de faire des curls pour le travail en straight arm, maltaise, cross, planche et compagnie. Beaucoup de gens pensent que ça améliore la force sur ces figures, de manière parfois drastique, ou que ça améliore le straight arm. Selon moi, pas du tout. La force est spécifique à l'angle articulaire. Sur les variantes de curl, très souvent, c'est autour de la parallèle qu'il y a le gros de la tension, et très souvent, sauf sur certaines variantes de curl particulières, quand on a les bras complètement tendus le long du corps, la tension est de 0. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont très forts en curl, qui sont complètement nuls en straight arm et qui vont se déchirer un biceps sur une négative de cross ou sur une tentative d'advanced tuck planche. Donc vraiment, ce n'est pas parce que vous avez un gros curl que vous avez un bon straight arm, loin de là. Toutefois, moi, je considère que ça fait toujours un peu du bien au biceps, au tendon du biceps, de faire du travail bras plié, de faire du travail de curl, etc., comme j'avais dit pour le pélican. Et donc, je ne mettrai pas ça non plus en D. Il y aura un tout petit peu de transfert, je pense, côté flexion de coude, bras tendu, pour résister à l'hyperextension. Donc, je mettrai ça en low set chair, derrière le pélican curl et les variantes de pélican, parce que sur ces variantes-là, on a plus d'étirement et un plus gros travail du tendon du biceps. Donc voilà, pas vraiment de transfert. Et je vois que j'ai mis cet exo 2 fois, donc je l'ai déjà classé. Et donc, ça nous permet de boucler cette grosse chair list. Comme vous pouvez le voir, en S-chair, on a des exos qui sont quand même très spécifiques. Dans tous ces exos, on a tous les facteurs limitants de la crosse qui sont travaillés, et on est dans l'angle articulaire de la crosse, ou extrêmement proche dans le cas du wide reverse CTI. Et donc, ça c'est vraiment des exos top tier. Vous progressez sur ces exos, vous progressez en cross quoi qu'il arrive. En H-chair, on a beaucoup d'excellents exos, mais qui auront tous, selon moi, des petites failles, des petits points négatifs qui feront qu'ils ne seront pas complètement spécifiques à la cross, mais malgré tout, tous ces exos-là vous permettront de bien progresser sur le pattern de cross. En B, on a plein d'exos très sympas, pour plein de raisons différentes, qui vous permettront de travailler un facteur de la cross, mais il y en aura aucun qui permettra de tout travailler de manière optimale ou dans le même angle articulaire, etc. Malgré tout, des choix pertinents pour faire des exos d'assistance, pour deload une articulation, pour progresser de manière un petit peu plus lente ou secondaire sur la crosse. En C, on aura des exos pas très intéressants pour travailler la crosse, qui pourront avoir une petite forme d'intérêt, notamment si vous avez aussi des objectifs sur ces exos-là. Mais ce ne sera vraiment pas les exos de base sur lesquels se baser pour améliorer ce mouvement, évidemment. Et en D, on aura des exos pas du tout pertinents pour travailler la crosse, qui auront un transfert extrêmement faible, voire complètement inexistant. Donc, comme je vous l'ai dit, cette tier list n'est pas gravée dans la roche. Peut-être que si je la refais dans une semaine, je changerai un peu l'ordre des exos. Certains exos en B se retrouveront en A, certains exos en haut du B se retrouveront en bas du B ou en bas du A. Toutefois, je pense que je suis plutôt d'accord avec moi-même sur la plupart des exos, et je pense qu'on est sur une tier list plutôt correcte, plutôt réaliste. Voilà, c'est tout pour cette longue tier list. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour me remercier, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. C'est des vidéos que j'aime beaucoup faire mais qui prennent beaucoup de temps. Donc si vous en voulez plus, faites-le moi savoir en commentant et en faisant tourner à mémé. Si vous avez d'autres idées de tier list, d'autres suggestions, d'autres exos que vous aimeriez bien voir, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Si jamais vous voulez avoir accès à plus de contenu du genre, où j'analyse des exos, où je décortique des exos, où j'explique le transfert, etc., on a des articles exclusifs sur le Discord privé, par exemple sur les dips, sur le front lever, etc. En plus d'avoir des visios de groupe, des tutos, des programmes tout faits, des articles sur la méthode, sur la position concurrente, sur le partiel, etc., etc. Donc, si jamais vous êtes intéressé et vous voulez rejoindre l'armée Fontesque, vous avez le lien et la vidéo explicative dans la description. Si jamais vous voulez me soutenir financièrement d'une autre manière qu'avec le Discord privé, vous avez aussi le choix de me payer un café sur mon Ko-fi ou de m'acheter un superbe caleçon Fontesque sur ma boutique. Et si jamais vous voulez pas me donner tous vos sous de Noël, mais que vous voulez me poser des questions, travailler avec moi ou voir comment je m'entraîne au jour le jour, vous pouvez aussi m'ajouter sur mon Instagram. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles tier lists et de nouvelles aventures.